Été 98, la France vit un moment historique, Zidane entre dans la légende, la Coupe du Monde de football consacre les Bleus. Mais au même moment, un autre événement va plonger le sport dans l'un de ses plus grands scandales. Le Tour de France vient juste de commencer, et tous les regards sont tournés vers un homme, Richard Virenque. Le grimpeur français est l'un des favoris, un héros national aux yeux du public, qui rêve enfin de remporter le maillot jaune. Mais à cause d'un petit détail quelques jours plus tôt, rien ne va se passer comme prévu pour le coureur de l'équipe Festina. Willy Voet, soigneur de l'équipe, roule en direction de la Belgique. Au dernier moment, il décide de quitter l'autoroute pour emprunter un petit poste de frontière à Neuville-en-Ferin. Une décision qu'il regrettera toute sa vie. Arrêté par des douaniers, il joue comme souvent la carte de la sympathie. Peut-être sont-ils fans du Tour de France. Il leur tend quelques goodies aux couleurs de l'équipe, mais ça ne les intéresse pas. Ils veulent fouiller son véhicule. Sans mauvais jeu de mots, la découverte dans le coffre est stupéfiante. Près de 500 doses de produits dopants et notamment de l'EPO, une hormone qui booste la production de globules rouges et améliore considérablement l'endurance et la récupération. Les douaniers comprennent vite qu'ils ne sont pas face à une simple affaire de contrebande. Ça fait des années que des rumeurs courent sur l'ampleur du dopage dans le peloton, mais là, il y a toutes les preuves. Willy Voet est placé en garde à vue dans les locaux du SRPJ de Lille, mais pour l'instant, il garde le silence. À 24 heures du grand départ du Tour, l'information commence à fuiter. Certains murmurent même qu'une autre équipe aurait soufflé aux douaniers l'idée de contrôler le soigneur de Festina. Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour à l'époque, cherche à comprendre la situation, mais Festina le rassure, tout est en ordre dans l'équipe. Il n'est pas envisageable pour une action frauduleuse, peut-être isolée, qui sait, de priver toute une équipe et surtout des coureurs d'une participation au Tour de France. Coureurs, journalistes, public, personne ne mesure encore l'ampleur du scandale. Alors le 11 juillet, Richard Virenque et ses 8 coéquipiers s'élancent sur le prologue du 85e Tour de France, comme si de rien n'était, soutenu par le public. Sur le papier, Festina impressionne. Virenque en leader, épaulé par Zule, Dufaux et des équipiers redoutables. Après un Tour 97 marqué par sa deuxième place, son maillot à pois et une victoire d'étape, l'heure de la revanche a sonné pour le français. Pas question de se laisser distraire par l'ambiance. Le prologue se passe bien. Et face aux journalistes, le discours est clair. Ils ne savent rien, ni en bloc toute accusation de dopage. Mais en coulisses, l'enquête s'accélère. Avec l'arrivée du gouvernement Jospin, le dopage devient une priorité. La nouvelle ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, est déterminée à stopper cette pratique. Le 14 juillet, jour de fête nationale, ne sera pas joyeux pour tout le monde. Alors que le Tour revient en France, coup de tonnerre. Willy Voet a tout avoué. Il dénonce l'existence d'un dopage organisé au sein de Festina. Et le scénario est minutieux. Voet récupérait les produits en France, faisait un détour par la Belgique pour compléter son stock avec des substances à base de sodium, avant de filer en Irlande pour tout livrer aux médecins de l'équipe. Un acte répété à la perfection dans d'autres épreuves depuis 1994 sans aucun souci. L'objectif, éviter que les coureurs se dopent seuls et risquent de mettre leur santé en péril ou d'être contrôlés positifs. Avec un suivi médical strict, les médecins savaient exactement jusqu'où pousser sans franchir la limite fatidique des 50% d'hématocrite, le seuil de tolérance des contrôles. D'autant plus qu'ils étaient souvent annoncés à l'avance. Mais Voet ne s'arrête pas là. Festina n'est pas une exception, selon lui, le dopage est généralisé. Toutes les équipes en utilisent. Certaines d'entre elles ont anticipé ces propos et ont profité du transfert pour jeter leur stock de produits suspects dans la Manche, de peur d'être attendus par les douaniers à l'arrivée. Le directeur du Tour tombe de haut. Lui qui voulait croire en l'innocence des coureurs exige désormais l'exclusion de Festina. Mais Bruno Roussel, directeur de l'équipe, temporise et son patron refuse d'abandonner la course pour protéger l'image de la marque. Le lendemain, à l'arrivée de l'étape, Roussel et le médecin de l'équipe sont arrêtés et finissent par tout avouer. Reichardt administrait les produits sous contrôle médical, tandis que Roussel orchestrait tout, demandant à Willy Voet de tenir une comptabilité méticuleuse. Carnet, fiche de suivi, chaque injection était notée. Certains coureurs recevaient jusqu'à 150 injections par an. Leur performance était analysée pour ajuster les traitements au millimètre. Peu à peu, la presse est informée, et le directeur du Tour ne peut pas rester sans agir. Après avoir pris connaissance des derniers éléments d'information émanant du tribunal de Lille, après les avoir longuement pesés, nous avons pris la décision
d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. La décision tombe à 23 h, essentielle pour protéger l'image du Tour et du cyclisme, mais va-t-elle vraiment calmer les tensions? C'est un choc pour les coureurs Festina, qui comptent bien renégocier leur place dès le lendemain. L'enjeu est énorme, le contre-la-montre approche, première grande bataille pour les leaders. En fin de matinée, ils retrouvent Jean-Marie Leblanc au café chez Gilou. Les journalistes sont partout, il faut jouer des coudes pour atteindre l'arrière-salle où tout va se jouer. Face aux coureurs de Festina, Leblanc est triste mais reste ferme. Impossible de laisser dans la course une équipe dont le directeur a avoué un dopage organisé. Leur tour s'arrête ici et Virenque parle au journaliste. Le Tour de France, c'est la plus belle épreuve au monde qui puisse exister, donc on part pour que tous ces, journalistes qui sont là que pour ça en ce moment puissent partir rentrer chez eux, comme nous on va rentrer chez nous. Vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui nous a énormément soutenus et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Dehors, les mécanos rangent définitivement les vélos dans les camions, mais sur le parcours, les fans sont toujours là. Ils soutiennent tous les coureurs, ou presque. A contrario, Jean-Marie Leblanc devient la cible de la foule, des huées, même des cailloux jetés sur sa voiture. 5 jours après leur exclusion, les coureurs sont interrogés par la police et contrôlés. C'est la fin de l'impunité, mais le scandale ne fait que commencer, car les enquêtes révèlent des dossiers encore plus sombres. Durant les interrogatoires, certains coureurs lâchent les noms des membres d'autres équipes. TVM se retrouve dans le viseur après qu'une de ses voitures ait été arrêtée par les douanes en mars avec 106 doses de PO à bord. Les perquisitions se multiplient et le constat est alarmant. Même les journalistes découvrent des produits dopants avec des noms de coureurs en fouillant les poubelles des équipes. Et le peloton ne supporte plus cette pression, ni cette peur de tout perdre. L'heure de la révolte a sonné. Lors de la 12e étape, tous les cyclistes mettent pied à terre après quelques kilomètres. Laurent Jalabert, porte-parole du peloton, prend la parole. On nous traite comme du bétail, on va se comporter comme ça. Il y a un ras-le-bol. Après près de 2 heures de discussion où les cyclistes demandent davantage de respect et de stopper les perquisitions, la course reprend. Le message semble avoir été entendu car les jours suivants se passent calmement. Chacun espère que cette deuxième partie du tour pourra enfin se recentrer sur l'esprit sportif qui est clairement passé au second plan. Mais le 28 juillet, au soir de la 16e étape, tous les espoirs s'effondrent. Nouvelle perquisition à l'hôtel de l'équipe TVM, mise en examen de certains coureurs après des tests sanguins, c'est la goutte de trop. Le peloton se met à nouveau en grève le lendemain, mais cette fois, le dénouement est différent. L'équipe ONCE de Laurent Jalabert refuse de repartir. J'estime que sur ce tour, j'ai plus rien à faire et que, vu la tournure des événements, il est préférable que je m'en aille. Je m'en vais et j'en paierai peut-être les conséquences. L'étape redémarre, mais 2 autres équipes finissent par se retirer. Les coureurs de TVM franchissent la ligne en tête, soutenus par tout le peloton. Ou presque. Si on regarde les équipes qui ont quitté le Tour, c'est des équipes qui ont raté leur Tour de France. Jalabert, il n'est pas dans les 3 premiers. Je pense que si aujourd'hui il avait été sur le podium, il n'aurait sûrement pas quitté le Tour. À ce rythme, que restera-t-il pour l'arrivée à Paris ? Eh bien, seulement 96 coureurs sur les 189 du départ. Car entre-temps, 3 autres équipes ont abandonné, dont TVM. La victoire de Marco Pantani paraît presque anecdotique. Est-ce même une bonne chose de gagner ce tour alors que tout le peloton est suspecté de dopage? D'autant que le podium sera plus tard marqué par des affaires, chaque coureur finira par être contrôlé positif ou avouera avoir pris des substances. Ce tour est une catastrophe, même la presse en témoigne, les journalistes ne sont plus seulement spécialisés en sport, mais viennent de tous horizons. Mais le scandale Festina n'est pas une révélation, juste l'explosion d'un secret que beaucoup connaissaient, sans pouvoir en parler. Quand on n'a pas de preuves, on peut pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a de la diffamation, il y a des procès, etc. En attendant le procès, les organisateurs promettent un Tour 99 propre, avec des contrôles renforcés, des tests inopinés et une journée de repos supplémentaire. Et pourtant, c'est cette année-là que Lance Armstrong, le miraculé du concert, entame son règne. Une belle illusion, car ce que personne ne sait encore, c'est que le plus grand mensonge du cyclisme vient de commencer et durera plus de 7 ans. Virenque, d'abord exclu de la compétition, obtient finalement la permission de participer avec sa nouvelle équipe, Polti. Sa présence divise et certains vont même jusqu'à effacer son nom des routes. Et du côté de Festina, on veut sauver l'image. Les choses qu'on a demandées, premier, on a dit à tous les membres de l'équipe, pas de résultats, il ne faut pas s'inquiéter. L'important pour le sponsor, c'est avoir une ligne d'éthique et une ligne de conduite impeccable. Mais au milieu de ce cirque, un homme ose parler. Christophe Basson.
l'un des rares coureurs considérés comme 100% propre. Ses anciens coéquipiers chez Festina l'ont confirmé lors de leurs aveux, il n'a jamais touché au dopage. Sa position ferme contre cette pratique le place rapidement sous une pression énorme. Il devient la cible de nombreux coureurs, harcelés au point d'être mis en danger dans certaines courses, simplement pour avoir brisé le code du silence autour du dopage. Pour beaucoup, il n'est pas un héros, c'est un traître. Mais Basson pense à la prochaine génération. Seul dans son combat, il finit par quitter le peloton professionnel quelques mois plus tard, écœuré. Rien d'étonnant, car le dopage est ancré dans le cyclisme depuis très longtemps. En 1967, sur les pentes du Mont Ventoux, Tom Simpson s'écroule, épuisé et déshydraté. Si ces facteurs ont joué un rôle, c'est surtout l'effet de l'amphétamine qu'il a pris qui a provoqué son arrêt cardiaque. Il meurt sous les yeux du monde entier, mais les mentalités ne changent pas. Plus de 30 ans plus tard, Festina, c'est le même poison, sous une forme différente. L'espoir de faire bouger les choses repose alors sur le procès. À Lille, le cyclisme fait face à son premier véritable examen de conscience, avec l'ouverture du procès Festina, un véritable spectacle médiatique. Si Richard Virenque avait avoué dès le début comme les autres, le procès aurait sans doute moins attiré l'attention. Mais il a choisi de nier le dopage et désormais tout le monde est là pour une seule chose, le voir craquer. Les résultats des tests ont révélé que 8 des 9 coureurs de l'équipe, dont Virenque, étaient positifs à l'EPO et 4 aux amphétamines. Malgré les preuves accablantes, Virenque persiste à jouer la carte de l'ignorance, prétendant avoir été dopé à son insu, jusqu'au lendemain, où il finit par avouer timidement mais sincèrement. Cet entêtement de 2 ans lui vaudra même un sketch dans Les Guignols. J'ai mon carnet de santé, tout est noté, tout est normal. Bon ben, en 96, j'ai été vacciné 125 fois contre la grippe. Je prends soin de ma santé, c'est tout. Côté sanctions, Virenque s'en sort bien, seulement 9 mois de suspension et une amende de 4000 francs suisses. Les autres coureurs écopent de sanctions moins sévères. Bruno Roussel est condamné à 1 an de sursis et 50 000 francs d'amende, Willy Voet à 10 mois de sursis et 30 000 francs d'amende, et tragiquement, le médecin Eric Reichardt meurt après le procès. Mais soyons honnêtes, les sanctions sont plutôt clémentes. Le tribunal l'explique par le contexte d'un dopage généralisé dans le cyclisme professionnel. D'ailleurs, 1 an plus tard, un autre procès sera dédié uniquement à l'équipe TVM. Mais il faut maintenant changer les règles, et l'Assemblée nationale prend les devants. Elle vote en mars 99 la loi Buffet, renforçant la prévention et la surveillance médicale des sportifs. Dans la foulée, l'Agence mondiale antidopage est créée. Et tout s'accélère. En 2000, le test de l'EPO est validé et utilisé aux Jeux Olympiques de Sydney. En 2004, le Code mondial antidopage entre en vigueur, imposant aux athlètes de renseigner leur localisation via le système Whereabouts. Et 4 ans plus tard, le passeport biologique vient compléter l'arsenal pour détecter les anomalies. Malgré les affaires qui marquent le tour, surtout jusqu'au début des années 2010, la prise de conscience est réelle. En 2013, Lance Armstrong finit même par présenter ses excuses à Christophe Basson. Et si c'est lui qui avait raison depuis le début, l'évolution de ce graphique montrant le pourcentage de coureurs dopés au cours de leur carrière ayant participé au Tour de France laisse penser que l'avenir du cyclisme repose bien sur une nouvelle génération de coureurs, consciente des dangers du dopage et défenseurs d'un sport plus éthique. Et pour ceux qui continuent d'oser, les sanctions sont bien plus sévères. Miguel Ángel López suspendu 4 ans. Femke van den Driesch exclu 6 ans pour dopage mécanique. Il n'y a plus de place pour les tricheurs. Pourtant, les soupçons ne disparaissent jamais vraiment. De la domination de Sky à celle de Jumbo-Visma et UAE Team Emirates aujourd'hui, chaque exploit sème le doute. Alors le cyclisme n'a plus qu'à prouver sa bonne foi pour regagner la confiance de ses fans. J'espère que cette vidéo vous a plu, car le cyclisme est un sport magnifique, mon préféré pour tout vous dire. Et j'espère de tout cœur qu'il continuera à rester le plus pur possible pour qu'on puisse continuer de l'admirer dans toute sa splendeur.